Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'accueillir Christian Messier qui va nous faire un webinaire intitulé La gestion de nos forêts à l'heure des changements climatiques et les menaces biotiques. Christian est un prof d'écologie forestière et de foresterie urbaine depuis de nombreuses années au Centre d'études de la forêt à l'Institut des sciences de la forêt de Tempéré, supervisé d'une centaine d'étudiants pour la maîtrise, doctorat, plus de 30 postdocs, 350 articles et plus, des rapports, des livres, des chapitres, etc. Euh, il est l'hôte d'une chaire industrielle sur la foresterie urbaine depuis le début des années 2010, je pense. Il a été récemment accueilli à la Société royale du Canada. J'en profite pour vous dire que pendant que j'étais à la COP un soir, je ne savais pas trop quoi faire, je regardais YouTube, puis je suis tombé sur une émission, je pense que c'est La Semaine verte, qui expliquait le projet Triade et le lien avec la loi la réforme de la loi que la ministre avait proposée. Et je vous recommande fortement de l'écouter. Ça explique vraiment ce qu'était le projet Triade, qui, en passant à l'époque, avait été appuyé par Ouranos comme un projet d'adaptation au changement climatique et toutes les bonnes choses qu'il y avait du projet, mais les moins bonnes choses qu'il y avait avec l'interprétation par la ministre du projet Triade pour la suite des choses. Donc, encore une fois, merci. Je sais que tu es bien occupé, Christian, pour avoir accepté pour faire ce webinaire en lien avec l'adaptation au changement climatique. Ben, merci beaucoup, merci de l'accueil, ça me fait plaisir. Je me souviens pas, c'est quand la dernière fois que j'étais ici, ça fait peut-être 4-5 ans. Je veux juste dire que Uranus fait quelque chose de très important. Là, je sais pas, c'est important. Mais vous avez vu que dans mon titre, j'ai parlé de changement climatique, mais j'ai ajouté menaces biotiques parce que quand on parle des forêts, personnellement et selon les études que je suis, il y a autant d'impacts possibles. Pensez à la grille, maladie hollandaise de l'homme, maladie corticale du hêtre. Il y a un petit puceron qui s'en vient qui va tuer nos pruches bientôt. Peut-être un insecte qui va tuer nos érables. Donc, vous voyez que ça s'additionne et ce n'est pas toujours directement relié au changement climatique. C'est plus à cause de nos échanges commerciaux. Et souvent, je dis ça en blague, mais Trump a un effet évidemment très, très négatif sur tout ce qui touche au changement climatique, mais peut avoir un effet positif pour diminuer les menaces biotiques parce que moins qu'il va y avoir d'échanges commerciaux, moins on va avoir d'insectes et de maladies qui vont venir. Donc, tu vois, il y a toujours souvent un côté positif à quelque chose de négatif. Donc, je vais... un instant. Est-ce que ça change? Non, ça ne change pas. C'est lui que je... Voilà. Donc, voici le plan de ma présentation. Rapidement, parce que ça, c'est un cours, plusieurs cours, l'évolution de la gestion forestière dans le monde, en une diapo ou deux peut-être. Je vais vous parler un peu de biodiversité. Je l'ai mis là, la biodiversité, parce que les gens s'inquiètent de la biodiversité. Quels vont être l'impact des changements climatiques sur la biodiversité, des changements de nos forêts sur la biodiversité? Vous allez voir, les deux sont interreliés. Puis tout ce qu'on fait pour peut-être améliorer la résilience de nos forêts va avoir des effets soit positifs ou négatifs sur la biodiversité. Ça, c'est la partie négative, la forêt menacée. Vous allez voir, vous allez tous être déprimés après avoir vu ça. C'est l'objectif, parce qu'une fois qu'on est déprimé, après ça, je vais vous donner des concepts scientifiques intéressants. Puis, j'ai mis mon dernier, c'est une lettre que j'avais écrite dans la presse, j'avais bien aimé ça. Je pense qu'il nous faut un plan ambitieux, comme pour les changements climatiques, mais pour la forêt, pour l'adapter à ce qui s'en vient, pour protéger tous les services que cette forêt-là nous fournit. Bon, allons-y, l'évolution de la foresterie. Pour ceux qui ne savaient pas, là, autour du moment où les Anglais et les Français se chicanaient sur les plaines d'Abraham, c'est vraiment le moment où on a créé la foresterie moderne. Et l'idée, ça venait de l'Europe. Il manquait de bois. On avait tout coupé les forêts en Europe. On a regardé comment faire pousser des arbres, c'est des plantes. Donc, on s'est tourné vers l'agriculture. Donc, à peu près tout ce qu'on a fait en foresterie jusqu'à récemment était fortement inspiré de l'agriculture. Donc, monoculture, fertilisation, scarification des sols, tout ce que vous voulez. Mais là, actuellement, là, ça, c'est en Europe centrale. On est dans une mouvance qu'on devrait retourner à une foresterie plus naturelle. En Europe, on appelle ça pro-silva ou près de la nature. Tandis qu'en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, on parle d'aménagement écosystémique. En deux mots, l'aménagement écosystémique, et je l'avoue, j'ai participé à la mettre sur pied au Canada et dans le monde.
L'idée, c'est qu'il y a des perturbations, il y a des perturbations en termes de taille, sévérité et en termes de récurrence. Et une fois qu'on comprend quelles sont ces perturbations-là dans un milieu naturel, l'idée, c'est de développer des coupes qui répètent ce genre de perturbations-là. Et de cette façon-là, on va maintenir des compositions, des habitats naturels, on va protéger la biodiversité, on va protéger le fonctionnement de l'écosystème. Et c'est une très belle idée. Non, avant de parler de ça, par exemple, si vous avez des épidémies d'insectes, une forêt qui est épidémie d'insectes ou des chablis, bien, vous allez faire des coupes partielles parce que les épidémies d'insectes, ça ne tue pas tout, donc ça crée des. Et si vous avez des grands feux qui ont tendance à tuer des arbres sur la grande superficie, bien, vous faites des coupes à blanc, mais avec ce qu'on appelle la rétention d'individus, comme les feux laissent des individus. Ça facilite la régénération des forêts. Donc, ça, c'est l'idée. Il y a une autre façon de voir les choses. Vous avez la fréquence, la sévérité, la grandeur. Vous avez votre domaine naturel de perturbation. Et l'idée, c'est qu'il faut éviter de faire des, des interventions qui sortent de cette sphère-là. Donc, plus on va maintenir les interventions à l'intérieur de cette sphère-là, plus on va maintenir les habitats, la composition naturelle. Mais comme je dis, c'est bien beau tout ça, sauf que ce cercle-là a tendance à se déplacer avec les changements climatiques. Et que finalement, il faudrait plutôt regarder pas seulement quelles étaient les perturbations passées, mais quelles sont les perturbations futures, quels sont le climat, comment les espèces vont survivre, et peut-être développer des coupes qui sont en dehors de la variabilité naturelle dans certains cas pour essayer d'adapter notre forêt aux changements globaux. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et dans un article avec des collègues, on avait parlé du besoin de rééduquer le forestier. Juste vous dire que quand moi j'ai commencé mes cours en foresterie, on me disait ton rôle, Christian, c'est d'éduquer la forêt. D'éduquer la forêt, ça voulait dire transformer une forêt complexe avec plein d'espèces en monoculture d'une espèce qui a une utilité humaine. C'est ça, éduquer la forêt. Puis après ça, bon, on a été vers limiter la nature, j'en ai parlé, et je pense que maintenant, et ça, c'est ma présentation, il va falloir aller un peu plus loin, c'est d'aménager pour assurer la résilience et l'adaptabilité des forêts, remettre en question, évidemment, l'aménagement très intensif, monoculture du passé, mais même d'imiter la nature. Il ne faut pas juste imiter la nature du passé, mais imiter la nature du futur et se poser ces questions. Bon, quelques mots sur la biodiversité. Vous savez, elle est en déclin, elle est en changement. Je pense qu'il y a à peu près 1 million d'espèces qui sont disparues ou qui sont menacées de disparaître. Mais ce qui est peut-être le plus important, vous avez ici, plus c'est rouge, plus la proportion de la biodiversité présente dans ces sites-là n'est plus naturelle. Par exemple, tout ce qui est en rouge foncé, ça veut dire que moins de 60% des espèces présentes qui sont des espèces naturelles, ça veut dire qu'il y a à peu près 40-50% de nouvelles espèces. Et si je vous demande pour le sud du Québec, c'est quoi la proportion, ça va peut-être vous étonner. Oups, mais on parle de 20%. Donc, quand on est dans le sud du Québec puis qu'on va dans la nature, on a déjà à peu près 20% d'espèces exotiques qui sont bien installées. Puis une des choses qui surprend les gens, c'est que le ver de terre qu'on trouve dans nos forêts, dans nos champs, c'est pas naturel. C'est une espèce exotique, plein d'oiseaux, plein d'insectes, plein de plantes. Et évidemment, ça va aller en augmentation avec les changements climatiques, puis on va perdre des espèces. Vous avez ici un article qui regardait l'effet du climat sur la perte d'espèces, et vous voyez que c'est surtout dans le nord qu'on va perdre des espèces. Vous savez pourquoi? Vous faites la prédiction, les gros changements climatiques vont apparaître dans le nord. Il va tellement avoir de changements en termes de température, de perturbations, qu'on va perdre énormément d'espèces. Et une des choses les plus incroyables, c'est un article de Dominique Berthaud, qui est à l'Université des Mouskies, de 2018. Il prédisait que dans les aires protégées du Nord, on va avoir plus de 80% des espèces qui vont être des nouvelles espèces dans les années 2070 et 2100. Fait qu'imaginez-vous, on est en train d'aménager nos forêts. Quand on plante ou qu'on fait un aménagement, c'est au moins pour 50 à 80 ans, donc on est dans ces eaux-là. Et on essaye de protéger nos forêts, sachant qu'ils vont être modifiés par les changements climatiques, par
les menaces des insectes. Puis en plus, la biodiversité qu'on essaie de protéger va être complètement transformée un peu partout au Québec et dans le monde. Donc, vous voyez un peu la complexité de la chose. Bon, la biodiversité, évidemment, c'est très important. Puis là, je vais vous parler pour les arbres et pour les écosystèmes. Magnifique article qui faisait le décompte des articles en milieu aquatique, en forêt, dans les prairies. L'importance de la biodiversité pour maintenir la productivité des écosystèmes, c'est démontré, il n'y a à peu près aucun doute. Et c'est vrai pour les forêts. Donc, plus vous avez des arbres, plus vous avez des espèces d'arbres, plus vous allez avoir une forêt productive, résiliente, stable en termes de services. Donc, beaucoup d'intérêt à avoir le plus de diversité possible. Avec des collègues, j'avais écrit un article en 2021 qui disait que pour le besoin de la résilience, il fallait absolument diversifier nos plantations. On a fait une revue de la littérature, là, les fameuses monocultures comme on pratique en foresterie à peu près de façon généralisée dans le monde, ben, ils sont beaucoup plus susceptibles aux sécheresses, aux feux, aux insectes, aux maladies, aux tempêtes et ils produisent beaucoup moins d'à peu près tous les services que vous pouvez imaginer, sauf le bois qu'on vise quand on fait une monoculture, évidemment. Mais ça, c'est si cette monoculture-là va survivre les 60, 50, 60, 70 prochaines années. Avec les changements climatiques, avec les insectes maladies, le risque de la perdre, selon moi, est très grand. Je vais assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Puis, vous savez, en écologie, il y a cette idée-là que la biodiversité, c'est comme une police d'assurance, que si plus on maintient la biodiversité, plus on va avoir des écosystèmes stables. Et l'exemple ici est très simple, mais je pense qu'il parle de lui-même. Si vous avez un écosystème avec 7 espèces, vous en perdez une, il vous en reste 6 qui va continuer à faire fonctionner le système. Mais si vous avez un système qui a 2 espèces, dont une domine, puis que vous la perdez, c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de nos forêts. On a souvent une espèce qui domine. C'est le cas dans nos villes aussi. Il y a des parcs, il y a des rues qui sont dominées par une espèce, puis on risque de les perdre. Bon, la forêt menacée. Connaissez-vous bien? Euh, Ça, c'est l'augmentation des espèces qui sont détectées aux États-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande, qui tuent des arbres. Ça augmente depuis les années 1800, il n'y en avait presque pas. Puis là, on est en augmentation constante. Maladie corticale du hêtre. Le hêtre est à peu près éliminé de nos forêts. Ça, c'est c'est le petit puceron lanigère qui attaque les pruches. Dans le nord-est des États-Unis, presque toutes les pruches sont mortes. J'étais en Nouvelle-Écosse la semaine passée. Il est arrivé en Nouvelle-Écosse, puis les pruches sont en train de mourir. Puis il va arriver ici. La seule chose qui pourrait nous sauver, c'est si on avait des températures de moins 30 à moins 40 l'hiver. Mais c'est de moins en moins vrai. Donc là, il y a une interaction quand même intéressante. Mais ça, tout ça, c'est des espèces qui viennent d'Asie ou d'Europe. Et l'idée, évidemment, c'est pas le secret. Vous avez l'Est du Canada. Ça, c'est les forêts tempérées qu'on partage avec nos voisins du Sud, mais qu'on partage avec l'Europe et l'Asie, et la Chine en particulier. Donc, même genre d'espèces, avec des insectes qui là-bas ne font pas de dommages parce que les espèces se sont adaptées à ça, mais quand ils arrivent ici, souvent, nos espèces n'ont aucune tolérance. Cet article-là, qui faisait le décompte des espèces présentes exotiques aux États-Unis, qui risquent d'avoir un effet, ben, j'ai fait un décompte 25 insectes et maladies exotiques présentes aux États-Unis, pas présentes au Canada encore, mais qui risquent d'arriver dans les 50 prochaines années et détruire ou tuer à peu près 30 espèces d'arbres. Donc, quand on veut faire le scénario catastrophe, on prend au hasard 30 espèces d'arbres au Québec, puis on les enlève, puis on commence à brasser les changements climatiques, puis on se dit quel genre d'écosystème, quel genre de forêt on va avoir. Donc, c'est un peu la situation. Puis là, bon, les changements climatiques, je vais passer rapidement, vous savez, mais le problème avec ça, c'est que quand on plante un arbre, c'est pour 60 ans. On n'a aucune idée si le changement climatique va être bas, moyen ou très élevé. On n'a aucune idée. On ne sait pas. Vous faites un excellent travail, continuez, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et c'est surtout les extrêmes aussi qui sont importants, vous le savez, pour les forêts. Donc,
Et rapidement, en termes d'incendie, tout le monde le sait, là, je vais passer rapidement, mais je vais vous donner une idée. Ça vient de Yann Bélanger. Ça, c'était le régime des feux des années 80 à 2010. Vous voyez que plus c'est rouge, c'est le pourcentage de forêt qui brûle dans une région donnée. Et avec le changement pessimiste, vous voyez ce que ça donne. C'est quand même assez drastique, mais même avec le scénario le plus optimiste, on va avoir des changements importants. Donc, ça va brûler de plus en plus, surtout dans l'ouest, mais même dans le nord du Québec, ici, là, ça risque de brûler de plus en plus. Et ça a évidemment des effets de relâcher énormément de CO2, de détruire les habitats naturels. Et dans plusieurs régions, les forêts n'ont jamais brûlé auparavant, donc ne sont pas adaptées à ce régime-là, et donc vont avoir de la difficulté à se régénérer. Si vous n'êtes pas déprimé, ben, il y a évidemment les autres types de stress, les sécheresses. Il y a déjà un article, Chen Whitling, un collègue à l'UQAM, qui avait démontré que depuis les années 60, il y a de plus en plus d'arbres qui meurent dans nos forêts à cause de la sécheresse. On a ce signal-là. Ici, c'est une expérience intéressante d'un collègue au Minnesota, Terry, qui a mis pas des senseurs, mais vraiment du calorifère en dessous de la forêt pour réchauffer le sous-bois de la forêt. Puis ça pendant plusieurs années. Fait qu'il a réchauffé de 1,6 à 3,1. Et là, vous voyez l'effet sur l'épinette blanche et le sapin baumien en termes de croissance et de survie. Juste vous donner une idée que la croissance et la survie a diminué drastiquement pour ces deux espèces-là avec une augmentation de la température de 1,6. Pas beaucoup sur 1,6. Je pense qu'on est là déjà dans. Et ça, j'ai trouvé ça drôlement intéressant parce que j'ai une forêt en Outaouais qui est une forêt mixte avec beaucoup de sapins et d'épinettes. Ça fait à peu près 12 ans que j'ai cette forêt-là. Et je vois de mes yeux des sapins et des épinettes qui, une année, semblaient en pleine santé, sont mortes 2 ans plus tard. Puis il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait rien. Ils sont morts probablement de chaleur et de sécheresse. C'est des espèces intolérantes à ces phénomènes-là. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, là, ce genre de perturbation-là. Puis c'est vrai partout dans le monde. Un magnifique article qui faisait une revue de tous les événements non prévus, surprenants, qui montrent une élévation de la mortalité des arbres causée par la sécheresse. Puis vous voyez, là, c'est partout dans le monde. Parce que les arbres se sont adaptés à certaines conditions climatiques, puis quand les conditions climatiques changent, il y a plusieurs espèces qui ne peuvent pas tolérer ça et qui vont mourir. Et en fait, on a même commencé à mesurer une perte de résilience de nos forêts. Magnifique article dans Nature. Là, tout ce qui est en rouge, c'est des endroits où il y a eu une perte de résilience. Ça veut dire que suite à une perturbation, la forêt ne se rétablit pas comme elle se devait, suite à une sécheresse, un feu, etc. Et ce qui était étonnant et important, c'est autant dans les forêts qui sont non aménagées que des forêts aménagées. Ça veut dire que le fait de ne pas aménager nos forêts n'est pas un gage que ça les rend plus résilients à ce qui s'en vient en termes de perturbation. Et ça, c'est quelque chose à se rappeler. Bon, ça, c'est mes messages, je les ai déjà dit. Et le Québec, ben, vous voyez, là, dans le sud du Québec, il y a des parties qui sont en bleu, ça veut dire que c'est correct, mais en rouge, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ça, c'est fait à très grande échelle. Il faudrait aller voir peuplement par peuplement, mais on a évidemment une perte de résilience un peu partout. Tiens, je ne vais même pas en parler, je n'ai pas le temps. Et ça, je la présente toujours parce que c'est moi, là, la nuit. Hein? Vous voyez ce que je pense? Mon épouse m'a dit, pourquoi tu te réveilles plusieurs fois la nuit? C'est parce que j'ai vu une bébite, une nouvelle bébite, ou ma forêt en Outaouais est en train de brûler, ou je ne sais pas trop, hein? On peut avoir toutes sortes d'imagination. Donc, quelques concepts intéressants. Donc, ça, c'est ma partie déprimante. Puis, si vous n'êtes pas déprimé, ben, j'ai échoué. Hein? C'est ça l'idée, de vous dire qu'il faut être déprimé. Mais il y a des concepts intéressants qui vont nourrir l'approche que je vais vous proposer du plan Marshall, de ce qu'on fait. Puis là, je vois mon collègue Kevin en arrière qui a participé à un grand projet. On est en train de monter un grand projet sur comment sauver les forêts canadiennes et du monde, rien de moins. Donc, le concept de nouvel écosystème, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
C'est un concept intéressant. Vous aviez des forêts qui sont établies dans le passé selon des conditions environnementales, des conditions de biotique bien données. Disons, il y a à peu près 80 ans, c'est les forêts qu'on a actuellement, c'est là en ce moment qui sont établies. Mais là, quand on regarde aujourd'hui, évidemment, les conditions environnementales changent de plus en plus, puis vont continuer à changer. Puis les conditions biotiques ont déjà changé, puis vont continuer à changer. Et la notion de nouvel écosystème est importante, c'est de dire aux gens, quand vous gérez un écosystème aujourd'hui, il ne faut pas juste regarder en arrière, dire qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qui fonctionnait, puis qu'est-ce qu'on devrait faire dans le futur, qui ça va probablement fonctionner. Il faut penser différemment. Il faut regarder les nouvelles conditions, puis avoir des nouvelles approches. Premier message. Ça, c'est un article de deux collègues, un article que j'aime bien, qui parle du concept de réorganisation. Je ne sais pas si vous avez subi une réorganisation à Ouanos. Avez-vous subi ça? Pas vraiment? OK. Mais je sais que c'est stressant, une réorganisation. Les gens n'aiment pas ça. Mais si c'est bien fait, ça peut rendre le système plus résilient à ce qui s'en vient. C'est ça l'idée d'une réorganisation. Et l'idée ici, c'est un peu la même chose. Ça, c'est un concept de panarchie développé par un chercheur, Holling, qui est un chercheur canadien, qui est très utilisé, qui dit que les écosystèmes vont selon différents types de cycles. Il y a un cycle de conservation où les forêts deviennent matures, deviennent vieilles, puis là, éventuellement, vont être perturbées, soit par une perturbation naturelle ou par une coupe, et qu'après ça, il va y avoir une phase de réorganisation, et que c'est dans cette phase de réorganisation-là où on peut intervenir de façon intelligente pour rendre la forêt plus résiliente via la diversification. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a différentes façons. On peut changer la structure de la forêt, on peut changer la composition de la forêt, on peut changer les deux. Mais c'est là où on peut faire quelque chose pour rendre la forêt plus résiliente. Donc, après un feu, on peut intervenir ou après une coupe. Et l'idée que je vais vous présenter plus tard, c'est comment on peut utiliser la coupe forestière, non pas pour simplifier la forêt comme on le fait, mais plutôt pour l'adapter. Et quand je dis ça, je dis, je suis forestier, hein, je l'avoue, je suis un forestier de formation, mais je dis que peut-être dans quelques années, les forestiers vont devenir les héros de la forêt parce qu'ils vont participer à un effort international d'augmenter la résilience de nos forêts. Évidemment, si on ne fait pas ça, ben, elle risque de s'effondrer. On parle de changement de régime, de forêt dégradée, et vous avez peut-être tous entendu parler du concept d'effondrement de nos écosystèmes forestiers ou d'effondrement. Une petite animation ici, par exemple, disons que vous avez une forêt ici relativement monospécifique. La profondeur de la vallée ici, c'est la résilience. Donc, plus la balle, c'est l'écosystème, et plus la balle est dans le fond, ici, plus l'écosystème est résilient, parce que plus c'est difficile de la faire changer de son domaine de stabilité. Mais quand tu as juste une espèce, c'est moins résilient. Il s'agit d'une perturbation pour l'amener dans un genre de système entre les deux où il s'agirait d'une petite perturbation puis de la faire évidemment tomber dans un autre système très résilient, mais non désiré, qui pourrait être un genre de forêt dégradée d'arbustes qui ne fournit pas les mêmes services. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, l'idée, c'est de diversifier avec des nouvelles espèces puis de l'enrichir avec des espèces mieux adaptées à ce qui s'en vient. Et plus on va avoir des espèces, je pense que je vous l'ai expliqué, plus on risque d'avoir un écosystème qui est stable, productif, et même on peut en perdre via des maladies, mais le système va être capable de se réorganiser puis continuer à fournir des services que les humains désirent. Et ça, c'est une photo d'un collègue allemand. Il faut savoir que l'Allemagne est en avance de nous, mais pas pour la bonne chose. On dit en Allemagne qu'ils sont en avance, mais là, ce n'est pas la bonne chose. La forêt est en état de dégradation avancé un peu partout en Allemagne. Ils ont eu une sécheresse très importante il y a à peu près 4-5 ans. Et là, depuis ce temps-là, les forêts meurent, les insectes sont rentrés dedans, les arbres sont affaiblis. Ça, c'est un exemple de dégradation. C'est une forêt qui était fermée, aménagée. Il n'y a à peu près plus rien qui se régénère dans cette forêt-là. Il va falloir venir intervenir. Sinon, si on n'intervient pas, elle va se dégrader. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup des forêts privées et les gens sont de plus en plus découragés. Ils se disent, on ne sait plus quoi faire. Donc, ils abandonnent. Et plus les gens vont abandonner,
plus on va se retrouver avec des forêts dégradées comme ça. Oui, c'est parfait. Je vais aller très rapidement parce que je voulais aller vers la fin. Bon, le concept de migration assistée, tout le monde le connaît. L'idée, c'est de, il va falloir déplacer des espèces du sud vers le nord pour avoir des espèces mieux adaptées. Je vais aller assez rapidement. Ça, c'est vraiment pas important. Je passe par-dessus. Ça non plus. Je voulais vous parler du plan Marshall. C'est ça qui m'apparaît le plus important. Et je dis toujours ça, que l'idée, c'est qu'il faut changer la façon de gérer nos forêts. Actuellement, c'est l'industrie qui dicte un peu le genre de forêt qu'on veut avoir parce que l'industrie veut certaines espèces. La loi les oblige à replanter les espèces qu'ils utilisent et à les maintenir pendant 150 ans dans le futur, sinon ils vont voir leur approvisionnement réduit. Fait qu'ils sont forcés de maintenir les forêts de façon statique, sinon leur approvisionnement est... Donc, il va falloir changer ça. Et l'idée, c'est qu'il faut plutôt se poser la question, quelles sont les espèces qu'on a besoin, quel genre de diversité d'espèces qu'on a besoin, et de commencer à faire ça aujourd'hui. Et même si on fait ça, l'industrie va avoir 30, 40 ans avec assez d'espèces présentes pour continuer à fonctionner. Et de toute façon, on ne sait pas quels vont être les besoins dans 30, 40 ans. Donc, ça, c'est le premier changement qui est nécessaire. Et une des choses qu'on propose, c'est d'utiliser cette approche-là de réseau complexe fonctionnel que je vais vous expliquer. En fait, l'idée, c'est que si on lit deux éléments importants, la diversité et la connectivité fonctionnelle, on peut arriver à créer un genre de carte du Canada et du monde où on doit intervenir de façon efficace pour diversifier les forêts. Et avec la connectivité que ces forêts-là vont créer, on va peut-être pouvoir protéger l'ensemble de la forêt en intervenant seulement sur 10 à 20 du territoire. La diversité fonctionnelle, vous connaissez tous ça probablement, mais rapidement, l'idée, quand on parlait de diversité, on parlait de diversité d'espèces, vous connaissez. Diversité génétique, vous connaissez. Diversité fonctionnelle, c'est plutôt comment les espèces agissent dans l'écosystème et comment ils réagissent à différents types de perturbations. Par exemple, comment ils agissent sur le feu ou comment ils réagissent au feu, à la sécheresse. On a déterminé des façons de mesurer ça avec des traits qu'on appelle fonctionnels. Et là, on a des cartes, puis on a des données sur à peu près toutes les espèces. C'est quoi des traits fonctionnels qui permettent d'agir ou de réagir différemment. Et donc, on a une nouvelle diversité qu'on appelle fonctionnelle, qu'on utilise pour aménager les forêts. Et là, je vais vous montrer ce on est en train de tester pour l'ensemble du Canada, comment intervenir de façon efficace dans nos forêts pour rendre la forêt plus résiliente, ce que j'appelle le plan Marshall. Donc, imaginez-vous que ça, c'est votre forêt au Québec. Chaque peuplement, on peut mesurer sa diversité fonctionnelle. Plus c'est vert foncé, ça veut dire plus la diversité fonctionnelle est élevée. Ce n'est pas seulement la diversité en espèces, c'est la diversité, c'est la capacité qu'ont les espèces à réagir et à agir différemment sur l'écosystème. Et les flèches, c'est la connectivité fonctionnelle, c'est la capacité qu'ont les arbres de disperser leurs graines d'un peuplement à un autre. Il y en a qui peuvent disperser sur 10 km, il y en a sur 300 mètres. Et ça, donc, on peut créer des liens entre les peuplements. Donc, ça, c'était l'article que j'avais écrit il y a quelques années dans la presse. Donc, on calcule la diversité fonctionnelle et la connectivité fonctionnelle. On peut même donner un chiffre. C'est quoi notre connectivité fonctionnelle? C'est quoi notre diversité fonctionnelle? On détermine après ça, c'est quoi les espèces qui manquent, qui permettraient d'augmenter la diversité fonctionnelle pour la rendre plus résiliente aux nouveaux climats ou aux nouvelles insectes qui arrivent. Et là, au lieu de dire on va intervenir partout, on détermine à l'aide de l'analyse de réseaux complexes quels sont des peuplements qui sont pauvres, qui sont centraux dans notre système, ou si on intervient, on va avoir un impact beaucoup plus grand que si on intervient dans d'autres peuplements. Par exemple, en intervenant dans ces trois peuplements-là, avec, vous voyez les flèches, en diversifiant les espèces, on augmente un peu la diversité fonctionnelle, mais on augmente énormément la connectivité fonctionnelle. Ça veut dire que s'il y a des peuplements adjacents qui sont perturbés par un insecte, une maladie, il va y avoir des nouvelles espèces de peuplement qu'on a enrichi qui vont pouvoir venir régénérer la forêt. Et donc, on va avoir une forêt qui n'est pas comme elle était avant, mais qui va continuer à être une forêt, à fournir des habitats, des services, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on peut intervenir sur une petite portion
du territoire pour protéger l'ensemble de la forêt. Puis dans un article où on m'avait interviewé, encore une fois, à la presse, j'avais parlé d'un vaccin pour les forêts. C'est comme on va vacciner nos forêts. Puis si c'est pas vrai qu'il va y avoir plein de maladies, d'insectes, puis si c'est pas vrai que les changements climatiques vont suivre notre forêt, on va peut-être avoir juste modifié 20 de la forêt. Donc, c'est pas si pire. Mais si c'est vrai, on va avoir protégé l'ensemble de la forêt. Je vais finir avec ce projet Divers, qui est un gros projet pan-canadien. Là, Kevin en arrière, lui et moi, on a monté ce projet-là. Comment adapter nos forêts aux changements globaux? Je voulais juste vous expliquer qu'on a développé un projet avec 6 thèmes où on mesure la vulnérabilité des forêts, on mesure quelles sont les nouvelles espèces qu'on doit établir, on va calculer le réseau fonctionnel pour l'ensemble du Canada, on va faire des simulations avec des modèles pour voir si on enrichit avec telle espèce, qu'est-ce qui arrive si les changements climatiques sont de tel ordre, etc. On va regarder les conditions économiques, la gouvernance qui va devoir changer partout au Canada. Puis finalement, on va établir des plantations ou des interventions sylvicoles qui seraient guidées par tous les autres thèmes qui deviendraient des pratiques qu'on devrait mettre sur pied. Donc ça, c'est un gros projet. 11 co-chercheurs, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de partenaires, 22 sites de recherche. OK, 22 sites de recherche au Canada qui va toucher 18 millions d'hectares. Il y a les systèmes. Vous avez l'équipe ici de chercheurs, des leaders de thèmes, d'autres collaborateurs, puis évidemment des étudiants. Puis juste vous donner une idée, là, la folie de ce projet-là, c'est qu'on a des partenaires partout au Canada et on va faire des simulations de ce que je vous ai expliqué dans tous ces territoires-là où il y a des conditions climatiques, des conditions de sol, des conditions de perturbation et même des conditions de gouvernance qui varient. Puis on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, devrait faire pour augmenter la résilience de ces 22 sites-là? Puis après ça, on va pouvoir l'extrapoler à l'ensemble du Canada et peut-être du monde, pourquoi pas. Donc, il me reste quelques minutes et je vais vous parler d'une petite expérience qu'on va mettre en place l'année prochaine en Outaouais qui vise à vraiment voir quel est l'impact de ces nouvelles espèces-là qu'on va faire migrer. Hein, je vous ai parlé de ça. Quel est l'impact sur le fonctionnement de l'écosystème? Pas est-ce que ces espèces-là peuvent euh, survivre. Il y a plein d'études qui font ça. Mais cette étude-là, c'est plutôt de se poser la question, si on fait cette migration-là assistée, quelles espèces on pourrait faire migrer qui vont avoir peut-être des impacts moins négatifs ou même positifs sur l'écosystème par rapport à d'autres. Et vous donner un exemple, là, ce qu'on va mesurer, c'est à peu près toutes ces fonctions-là, les microbes, la matière organique, les invertébrés, les activités des oiseaux, des petits mammifères, les insectes, les dommages, la croissance, etc. Donc, on est en train de mettre en place un dispositif où on va avoir des parcelles à peu près de 30 mètres par 30 mètres avec plusieurs espèces, des mélanges de 2 espèces, des mélanges de 3 espèces, des mélanges de 4 espèces, avec des mélanges d'espèces de différents genres, avec des espèces qui sont locales, des espèces qui sont non locales du même genre, et non locales, ça veut dire de l'Amérique du Sud, du nord-est de l'Amérique du Nord, pas des espèces exotiques. Des espèces exotiques, donc des espèces qui viennent d'Asie et d'Europe, du même genre, ou encore des espèces qui viennent du nord-est des États-Unis, mais sur des genres qui n'existent pas ici actuellement. Juste donner un exemple. Ça va, c'est pour expliquer cette idée-là, mais juste donner un exemple. Le chêne rouge, c'est une espèce présente en Outaouais. Le Quercus macrocarpa, c'est une espèce présente aux États-Unis, mais qui n'est pas présente en région. Donc, si on est, qui est beaucoup plus tolérante à la sécheresse, est-ce qu'on pourrait l'établir dans nos forêts? Est-ce que ce genre-là, Quercus, aurait le même effet sur le fonctionnement de l'écosystème versus une espèce d'Europe, Quercus petraea, par exemple, qu'on pourrait aussi faire établir, ou encore une espèce du nord-est des États-Unis, mais qui n'est pas présente dans notre région, l'Hyriodendron, c'est le tulipier, qu'on plante dans nos villes actuellement, mais qui n'est pas planté dans nos forêts. Donc, vous voyez un peu l'idée. Puis, je termine pour vous dire que
savez, j'ai cofondé une compagnie Habitat avec deux autres collègues et on commence à faire ce genre de projet-là sur le terrain. Dans la MRC des Collines en Outaouais, on a fait le calcul de la diversité fonctionnelle des forêts. On a fait le calcul de la connectivité fonctionnelle et en rouge, c'est des forêts qui sont peu connectées, peu riches, où on pourrait intervenir pour augmenter la connectivité fonctionnelle. On a regardé toutes sortes de perturbations. Ici, je vous donne la sécheresse. Et en mettant tout ça ensemble, on fait des recommandations d'espèces à favoriser ou à planter. Ça, c'est surtout des forêts privées. Donc, les gens peuvent avoir ces informations-là, prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux faire dans ma forêt pour augmenter la résilience de nos forêts? Conclusion très rapide, favoriser une plus grande diversité d'essences, pas seulement celles qui sont commerciales. Je le dis souvent parce que les espèces commerciales aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils vont être utilisables plus tard. Les espèces non commerciales qu'on pourrait planter vont peut-être devenir commerciables plus tard. Donc, assurons-nous d'avoir une forêt résiliente. Il faut aménager pour l'incertitude. Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans le panneau qu'on a eu des grands feux, on va mettre des espèces tolérantes au feu. On a eu des sécheresses, on va mettre des espèces tolérantes en sécheresse. Il faut aménager pour l'ensemble de toutes les possibilités. Il faut vraiment adopter une foresterie de résilience et d'adaptation et non plus une foresterie de production ou une foresterie de recréer des forêts seulement comme ils étaient avant, mais vraiment une forêt qui va être plus résiliente. Donc, voici ce qu'on propose de faire. Évaluer les menaces potentielles d'une région, évaluer la diversité, connectivité fonctionnelle. Ça nous permet d'évaluer si une forêt donnée ou une région donnée est résiliente. Accélérer la migration d'espèces, régénérer avec des espèces qui manquent fonctionnellement pour augmenter la résilience. Il faut accepter que la forêt va changer dans certains cas. Et ça, c'est un aspect social qui est très, très, très important et probablement le plus grand défi. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement léguer la même forêt à nos enfants, mais moi, je dis que c'est mieux de léguer une forêt que léguer un genre de milieu dégradé. Donc, c'est ça l'idée. Donc, intervenir pour la résilience et je vais passer très rapidement. J'avais participé à ce magnifique document-là et dans ce document-là, on parlait de 4 moyens à mettre en place, puis je ne vais pas les mentionner, mais ça reprend un peu ce que je disais. J'avais fait des compromis. Je parlais quand même d'aménagement écosystémique, mais le besoin d'adapter notre aménagement écosystémique aux conditions futures quand même. Je pense que l'aménagement écosystémique n'est pas à jeter complètement. Il y a des bases qui sont bonnes, mais il faudrait faire un certain nombre d'ajustements pour s'assurer que les forêts qu'on va mettre en place vont pouvoir résister et être résilients à ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. Et désolé pour la perturbation, mais c'était prévu, hein? Pour voir si le système ici était résilient. Ouais. Et vous êtes très résilient, bravo. Merci, Christian. En fait, c'est drôle parce que quelqu'un m'en est qu'on entendait parler qui disait ah, mais Christian est vraiment un très bon vulgarisateur. Donc, effectivement, merci pour ça. Il y a sûrement des questions en ligne, je vais pouvoir regarder. Moi, j'en lance tout de suite une question. Puis je ne veux pas te mettre non plus trop sur la sellette plus politique des choses, mais j'aime ça être sur la sellette. Vas-y. Tu as beaucoup parlé des projets scientifiques avec le monde universitaire qui sont en cours, plein de trucs hyper prometteurs, hyper intéressants. Mais qu'en est-il de l'intégration dans la prise de décision, notamment au Québec avec le MRNF, qui a quand même une division de recherche forestière qui pourrait très bien intégrer ces trucs-là et aider à orienter des politiques publiques. Donc, je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu plus. Quel est l'état de la connexion entre tous ces développements intéressants? Je peux en parler, puis je peux même dire qu'il y a un projet de la Direction de la recherche forestière sur la migration assistée actuellement avec lequel on collabore. Donc, ils font des recherches qui regardent ce genre de phénomène-là. Au niveau politique, c'est un peu différent. Et c'est là où c'est peut-être un peu plus glissant, mais j'ai toujours dit que peu importe le parti politique, les politiques forestières, on peut changer dans le temps. Donc, c'est pas qu'un parti politique est meilleur que l'autre. Hein, il y a une certaine stabilité dans notre façon de voir comment on fait la forêt. Ce n'est pas juste au Québec, c'est partout dans le reste du Canada, c'est partout dans le monde. Il y a un genre de notion que ça fait 300 ans qu'on fait de la foresterie. On a eu du succès, hein, il faut quand même l'avouer, on a eu du succès, on produit du bois, on a des plantations qui ont bien performé.
Je vais encore prendre l'exemple de l'Allemagne. J'ai passé 6 mois en Allemagne, mais il y avait des immenses forêts d'épinettes de Norvège qui ont donné des rendements incroyables, qui ont permis de créer un pays qui produit énormément de bois. Donc, ça a fonctionné. Mais là, ils sont en train de mourir à cause des changements climatiques. Et il faut repenser notre façon de faire. Mais quand vous avez, pendant 200, 300 ans, mis en place un système qui fonctionne bien, c'est difficile de le changer. Je le comprends. Et quand je suis méchant, quelquefois, je dis, j'utilise un terme sylvicole. Vous savez, on peut faire des éclaircies pour rendre les forêts plus, les arbres qui restent plus forts. On peut faire une éclaircie du bois, ça veut dire qu'on enlève les petits arbres. On peut faire une éclaircie par le haut. Et quelquefois, je me dis peut-être que si on faisait une éclaircie par le haut, ça réglerait le problème. Ça veut dire que ça m'inclut, moi aussi, parce que je suis dans les vieux. Mais bon, il faut regarder notre forêt, la dynamique de façon différente. Il faut accepter, et ça, c'est pas facile, de se remettre en question, de dire tout ce que j'ai mis en place et appris peut-être ne s'applique plus dans les nouvelles conditions. Il y a des choses qui s'appliquent là, de base, mais il y a des ajustements à faire et c'est ça le défi. C'est pas juste en foresterie, hein? C'est en agriculture, c'est dans l'aménagement de nos villes, c'est à peu près tout. Il faut pouvoir modifier des choses qui ont bien fonctionné, mais qui risquent de ne plus fonctionner dans le futur. Merci pour la réponse. En fait, je posais la question aussi parce que tu as raison qu'en agriculture, puis dans le monde municipal, pour les infrastructures, il y a tout cet enjeu-là de changement. C'est Absolument. juste qu'en foresterie, je trouve qu'il y a particulièrement une grande Oui, stabilité oui. dans le système historique. Oui, parce on a eu un succès incroyable. Et donc, c'est basé sur ce succès-là qu'on veut continuer en se disant, on va continuer à avoir un succès, on n'a pas besoin de changer. Est-ce qu'il y en a des questions dans la salle? Oui, il y en a ici que je vais mentionner. Je vais peut-être y aller en prendre une là. Est-ce que des simulations intégrant des travaux hydromorphologiques sont prévues? Travaux permettant de maintenir l'eau plus longtemps dans les forêts, permettant de remonter les nappes phréatiques, par exemple. C'est pas prévu dans les modèles qu'on utilise, mais ça serait quelque chose qu'on pourrait faire en liant. Évidemment, plus vous avez des forêts qui transpirent, plus ça va avoir un certain impact sur la nappe phréatique et tout ça. Puis plus on a des forêts, plus ça crée même des nuages aussi. Donc, c'est pas ma spécialité, mais ça serait des choses qu'on pourrait lier au modèle existant puis voir quel impact que ça peut avoir. Tout à fait. C'est parfait. Je vais en prendre une dans la salle. J'ai vu quelques mains. Vas-y, Sonia. Oui, bon, je voulais savoir si vous aviez présenté ça à l'industrie forestière, puis Oui. quelle était la réaction, est-ce qu'ils étaient ouverts? J'ai passé rapidement, là, mais étonnamment, et je remercie encore mon collègue Kevin, qui m'a aidé énormément à convaincre l'industrie forestière, mais on a fait à peu près quoi, une trentaine, quarantaine de présentations à différents groupes d'industrie forestière pour leur demander de financer notre gros projet Diverse. Et j'avais dit à Kevin, je ne pense pas qu'ils vont vouloir parce que quand je faisais ma présentation, je leur disais, il faut que vous changez votre façon de faire, il faut, ta. Puis, on est financé par l'industrie forestière pour faire un projet comme ça. On est financé par plusieurs gouvernements, par plusieurs Premières Nations, par des groupes non gouvernementaux. Donc, il y a un intérêt parce que les gens s'inquiètent et les gens comprennent de plus en plus dans le monde de la foresterie aussi que s'ils continuent à faire la foresterie comme on fait actuellement, ils vont peut-être perdre cette acceptabilité sociale-là. Donc, l'idée de dire on pourrait faire quelque chose différemment est importante. Mais je vais vous dire quelque chose qui est surprenant. Une industrie, peu importe où elle se trouve au Canada, si demain elle se disait je vais commencer à planter une diversité d'espèces, ils n'ont pas le droit. Et s'ils plantent une diversité d'espèces locales, bien, ils vont devoir diminuer leur allocation de bois qu'ils peuvent couper parce qu'ils doivent maintenir la même quantité de bois qu'ils coupent sur 100 à 150 ans. Et ça, c'est des règlements qui existent dans à peu près toutes les provinces au Canada qu'on doit changer. Ça fait partie de notre analyse. Qu'est-ce qui doit changer? Parce que l'idée était bonne il y a peut-être 40, 50 ans. On veut garder la forêt comme elle est pendant 150 ans. Puis c'était une preuve auprès du public qu'on aménage bien des forêts. Mais là, maintenant, ça va être négatif de faire ça. Donc, il y a beaucoup de changements. Et souvent, les industries vont faire des choses parce que c'est la loi qui les oblige à faire certaines choses. Mais ils semblent prêts à vouloir changer.
Et peut-être pour compléter ce que tu dis, c'est que lorsqu'on travaillait sur le rapport du groupe d'experts et les recommandations, il y a eu une réunion de plusieurs spécialistes en forêt. Et là, la question, c'est, OK, admettons on enlève ces contraintes-là dans la loi. Est-ce que ça devient une permission pour le Ouais. secteur privé de Ouais. faire n'importe quoi? Alors Ça, c'est l'inquiétude. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre d'autres réglementations pour leur dire, vous ne pouvez pas planter n'importe quoi, faire n'importe quoi, évident. Mais si on fait notre recherche correctement, on va peut-être pouvoir commencer à faire des recommandations. Qu'est-ce qui doit être fait à quel endroit pour avoir les réponses attendues. Mais c'est un gros changement, là. Puis, c'est un changement qui est nécessaire partout dans le monde. Et d'ailleurs, j'ai un collègue en Allemagne qui vient d'avoir une subvention pour faire à peu près le même type de projet pour l'Allemagne qui s'appelle Future Forest, en se posant la question, quelles sont les forêts futures qu'on devrait avoir qui vont être différentes des forêts actuelles pour maintenir des forêts qui permettent de continuer à fournir tous les services dont on a besoin. Ah, merci. Et là, il y a plusieurs questions en ligne. Il y en a quelques-unes qui ont des likes. Je vais prioriser ceux-là. Je vais peut-être en donner deux d'un coup. Tu réponds dans l'ordre que tu veux. Comment sont adressés les enjeux de structure d'âge des forêts dans l'approche de connectivité fonctionnelle? Et la deuxième question, quel est l'impact sur la foresterie canadienne suite à l'annonce de l'annulation du plan libéral de plantation de 2 milliards d'arbres au Canada? La première, c'était quoi déjà? C'est quoi l'impact sur la structure? Évidemment, si je comprends bien, vous savez, on divise les forêts en deux types de structures. Équien, Nicoyen. Nicoyen, ça veut dire que vous avez des arbres de tous les âges, de toutes les tailles. Et c'est important pour la biodiversité. Puis équien, ça a d'autres propriétés. L'idée ici, c'est aussi d'essayer de maintenir cette diversité de structures-là pour maintenir des habitats intéressants pour les espèces présentes actuellement. Mais là, je mets un gros bémol, c'est que dans 50, 60, 80 ans, vous l'avez vu dans une des diapos, peut-être que 50-60% des espèces vont être différentes. Puis on ne sait pas ça va être quelles les espèces qui vont être là. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, l'idée, encore une fois, je reviens à la notion de diversité de réponse. Peut-être essayer de créer des forêts les plus diversifiées possibles pour s'assurer qu'ils vont répondre à un certain besoin de diversité. Mais on est dans une mouvance quand même assez intéressante. Les forêts vont changer, la biodiversité va changer. On ne sait pas quelle va être la biodiversité qui va changer, quelle espèce indigène va survivre ou on veut qu'ils survivent parce qu'on les aime ou ils ont un rôle important. C'est compliqué. Et c'est un peu l'idée du projet que j'ai présenté en Outaouais, de voir quel est l'impact de nouvelles espèces sur le fonctionnement de l'écosystème, puis essayer de démêler un peu tout ça. C'est un peu ça l'objectif de ce projet-là. Le deuxième, c'était sur Les 2 milliards d'arbres. les 2 milliards d'arbres ne seront plus plantés. Bon, les 2 milliards d'arbres, ça a été un semi-succès. On était loin d'avoir 2 milliards d'arbres. On a accepté de planter des arbres dans des... Comment je dirais ça? Pour moi d'être politiquement correct peut-être, mais on a accepté de planter des arbres qui auraient probablement été plantés de toute façon. Donc, je dirais que ça a un impact pour les villes parce qu'il y avait beaucoup de projets en ville qui dépendaient de ce programme-là. Pour les forêts naturelles, c'était beaucoup moins important. Mais pour les villes, ça va jouer un rôle. Là. Il y avait quand même un intérêt, puis ça commençait à créer un engouement. Et moi, j'avais beaucoup intervenu en disant qu'il faudrait planter une diversité, évidemment, hein, puis avoir des espèces différentes. Mais souvent, on me disait, oui, mais les pépinières ne les produisent pas les espèces que tu veux. Et ça, c'est un défi. Il va falloir trouver une façon de produire des nouvelles espèces, même si la demande n'est pas là. Donc, convaincre les gens de produire des arbres, des espèces, même si la demande n'est pas encore là. Euh, Est-ce que nous étudions les choix? Ben, en fait, je vais revenir juste à un truc que tu as dit. Tu sais, quand il y avait eu les feux de forêt en Californie, etc., même M. Trump avait mentionné à un moment donné, il avait dit, ah, ça n'a aucun rapport avec les changements climatiques, c'est que la forêt a été mal gérée, c'est juste des vieilles forêts, puis tu mets une flamme là-dedans, puis tout part au feu. Donc, c'est vrai et faux, évidemment, comme à peu près tout ce qu'il dit. Puis des fois, c'est vrai, puis c'est pas, puis en tout cas, peu importe. Mais il faut savoir que en Californie et dans beaucoup de régions du monde, on a essayé de contrôler les feux pendant longtemps parce qu'on avait mis des habitations partout. Donc, quand il y avait des feux, on les contrôlait.
Avant, les feux passaient puis brûlaient beaucoup de la matière inflammable de façon naturelle, et donc ça maintenait le niveau de matière inflammable assez bas. Mais une fois qu'on les a contrôlés, ça a augmenté, ça a augmenté. Puis à un moment donné, il s'agissait juste d'avoir un été particulièrement propice, et là, les feux sont déclarés. Donc, c'était pas nécessaire. Il y aurait eu ce genre de feu-là, même sans changement climatique. Évidemment que les changements climatiques, ça les a rendus encore plus importants. Et là, on disait qu'il faudrait peut-être aménager en faisant des éclaircies, en enlevant la matière organique. Mais ça, c'est coûteux. Et donc, l'idée de faire des brûlages contrôlés revient à la mode, d'essayer de contrôler de façon naturelle. Mais en même temps, il va falloir trouver des façons de peut-être planter des arbres qui sont moins flammables aussi. Ça, c'est une des. J'en ai pas parlé, là, mais c'est une des solutions en forêt boréale. Ensuite, planter seulement des conifères. Si on plantait des forêts un peu plus mixtes, plus de feuillus, ça brûle moins bien. On pourrait diminuer la susceptibilité. Donc, oui, il y avait, c'est dur de dire, là, mais il y avait en partie raison. C'est bon. Ben là, il y a quand même une ribambelle de questions, mais là, malheureusement, on va terminer maintenant parce qu'il nous reste à peine 3 minutes, puis on a à passer à l'autre présentation. J'espère que tu vas pouvoir rester, parce qu'en plus, vu qu'on va parler dans la prochaine présentation de politique publique, donc on pourrait revenir avec le volet forestier. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup. Et écrivez-moi si vous avez des questions que vous voulez me poser. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, je pense qu'à Ouranos, on a un projet en discussion avec Christian, donc pour continuer à créer cette connexion-là. Mais d'autres projets. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, vraiment l'objectif de continuer, et puis tu es très bon là-dedans, puis tu sais, c'est pas donné à tous les chercheurs, mais de connecter les développements scientifiques les plus récents avec tentative d'influencer les politiques publiques pour accroître la C'est résilience. ce qu'on fait habituellement quand on devient un peu plus âgé et qu'on s'est rendu compte qu'on a eu très peu d'impact dans notre vie. On se dit, avant de partir, on veut avoir un impact. Merci beaucoup. Merci.